ça y est, la réforme fiscale de François Hollande est faite. J'aurais d'ailleurs une question, s'il le permet, à poser à M. Cahuzac. Une réforme de gauche ? Oui, parce qu'il a parlé de la taxation, il a dit à Europe 1 là, ce dimanche, il a dit il n'y aura plus d'autres impôts pour le reste du quinquennat, il a dit il n'y en aura plus d'autres, et ça n'est pas envisageable. Donc la question que je veux lui poser, mais il me laissera développer mon autre point, mais je veux qu'il l'entende tout de suite, le temps qu'il y réfléchisse. C'est donc... Bien aimable. Oui, mais je suis aimable, figurez-vous. Je le constate. Et la question que je veux lui poser, c'est donc la taxation différentielle des Français qui se trouvent à l'étranger et que j'ai proposé dans la campagne présidentielle, que par un hasard de plateau de télévision, Nicolas Sarkozy a repris sur le même plateau de télévision, il s'agissait de TF1. Laurence Ferrari lui a remarqué que c'était une idée de Jean-Luc Mélenchon. Il a dit « Ah ben si c'est une bonne idée, je prends ». C'est-à-dire faire payer la différence de ce qu'aurait payé un Français en France par rapport à ce qu'il paye à l'étranger. N'est-ce pas? Ce qui nous permet de régler une bonne fois pour toutes la question de l'évasion des émigrés fiscaux. Hein. Alors pourquoi je la pose cette question? Parce que s'il dit qu'il n'y aura plus d'impôts supplémentaires, ça veut dire que ça n'aura pas lieu. Mais moi, je crois que je peux espérer ce soir obtenir sur ce plateau de M. Cahuzac, dont je sais qu'il est d'accord avec moi, parce que c'est Jérôme Cahuzac, président de la Commission des Finances. Président de la Commission des Avant Finances. oui. Avant que M. Mélenchon ne le propose. Hein. C'est vous le premier. Nous sommes d'accord. Je ne sais pas si c'est vous avant moi ou pas, mais peu importe. Ah, si ça vous fait plaisir. C'est même nettement avant. Vous ne savez pas ce que peut-être vous avez suivi tous les travaux du Parti de gauche depuis le début, je vous félicite. Mon ami Jacques Généreux qui est là derrière, mais c'est pas important. Peu importe. Si vous voulez lui demander, je vous laisse si le temps vous d'y voulez. aller. Hein. Écoutez, Jérôme Cahuzac, ok, vous l'avez inventé, alors faites-le. Voilà. Alors faites-le. Bon, maintenant, sur le... Non, Vous ne voulez pas qu'il réponde à ça? C'est intéressant. Non. Oui, mais je veux d'abord... Jean-Luc Mélenchon, il a besoin d'élan. Là, il a pris son élan. Alors, je vous en prie. Mais je voudrais répondre sur la soi-disant taxation du capital, qui est faite des revenus du capital qui sont faits comme ceux du travail. Pardonnez-moi, je résume ce qui vient d'être dit. Oui. Quand vous étiez président de la Commission des Finances, en 2010, vous souhaitiez imposer tous les Français de l'étranger. J'ai même déposé un amendement. Absolument. Oui. Comme s'ils vivaient en France. Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que ça pourrait se faire? Et voilà, pourquoi le ministre n'est-il pas apparemment en accord avec l'ancien président de la Commission des Finances? Les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord parce que c'est l'avantage du travail parlementaire. C'est que lorsqu'on dépose un amendement, on réfléchit à la question, on rencontre un certain nombre d'experts, notamment d'experts fiscaux. On discute ailleurs avec les collègues, pas forcément ceux du même parti. On discute avec les parlementaires de l'autre assemblée. J'ai eu de longues discussions là-dessus avec Jean Arthuis, que Jean-Luc Mélenchon connaît bien. Il l'a côtoyé quand il était sénateur. Et on s'est aperçu de quoi? C'est un gars de droite, hein. Enfin, lui, il se prétend du centre, mais peut-être que pour vous, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Bon. Oui, bon, écoutez, vous vous arrangerez avec lui. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui vous arrangerez avec lui. Moi, je m'arrange pas, c'est clair, il est de droite. Jean Arthuis était totalement d'accord avec cette proposition. Ce qui peut-être est pour vous un critère de centre, de droite ou de gauche, mais en tout cas, il était totalement d'accord avec cette proposition. Il a même écrit à Christine Lagarde qu'il souhaitait que, conjointement avec la Commission des finances de l'Assemblée, on crée un groupe de travail pour regarder ce qu'il en était. Alors, on a entamé un certain nombre de travaux préparatoires pour faire cela. Et on s'est aperçu de ce dont, au fond, on aurait dû se rendre compte assez vite, et dont vous allez finir, je le crois, par vous rendre compte, vous aussi. C'est que, quelle que soit la loi que l'on puisse voter, la norme juridique, la valeur de la loi, dans notre pays, mais dans les autres aussi, est une valeur inférieure à celle des traités. Un traité passé entre deux États, c'est d'une norme juridique supérieure à la loi. On peut le regretter, il m'est arrivé de le regretter, probablement à vous aussi, mais c'est ainsi, et on ne va pas le changer parce que ça a toujours été le cas. Et là-dessus, il faut bien comprendre que... Pardon? Non, c'est dans le truc en latin. Pacta sunt servanda. C'est ça. On est d'accord. Mon latin n'est pas du non, du mais allez, passons. Non, si vous faites une citation latine... Ça veut dire que les lois sont il a raison, ça nous vient du droit romain. Il a raison, ça nous vient du droit romain. Ça vient du droit romain. Or, les conventions fiscales que nous passons avec les différents pays du monde, nous avons 121 ou 122 conventions fiscales, notamment avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec la Suisse, avec la Grande-Bretagne, avec la Russie, puisque maintenant la Russie est une terre... paraît-il, pour exilés fiscaux. Bref. Avec le Qatar? Avec tous les pays. Avec tous les pays. La convention fiscale a une valeur de traité. Et donc la convention fiscale, quelle que soit la loi votée par le Parlement, quelle que soit la majorité qui se serait réunie sur cette disposition, ce traité est d'une valeur juridique à la loi qui donc deviendrait inopérant tant que la convention fiscale n'est pas revue. Et si l'on veut donc... Et l'idée me paraît bonne, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de désaccord avec celui que je fus pendant quelque temps, c'est-à-dire président de la Commission des Finances. Si l'on veut arriver à cela, il faut d'abord, 1, dénoncer une convention fiscale, 2, la renégocier,
les délais moyens, c'est entre 2 ans et demi et 5 ans. Donc on n'est pas dans l'immédiateté. Mais en revanche, j'ai bien noté, comme vous aussi probablement, que le président de la République avait évoqué la possibilité de revoir des conventions fiscales, en particulier avec certains de nos voisins. Je pense que c'est une piste intéressante, à laquelle d'ailleurs nous commençons à donner un début d'application. Prenez la convention fiscale avec notre voisin helvète. Il avait un traitement particulier de cette convention fiscale, avec une certaine tolérance à l'égard de certaines pratiques. Je pense en particulier au forfait fiscal que certains cantons helvètes décidaient de demander à certains de ceux, ils sont quelques-uns, qui avaient décidé d'aller vivre dans ces belles montagnes. Et bien, cette tolérance est terminée. Avec Pierre Moscovici, on a mis un terme à cette tolérance pour que la Convention s'applique dans ces termes précis et pas dans ces termes interprétés. Donc on fait des choses de cette manière. Alors bien sûr, ça sera jugé peut-être comme insuffisant, comme léger, comme tardif. Je veux bien tous ces reproches. Mais certainement pas celui que, 1, nous n'y penserions pas, 2, qu'on n'y a pas réfléchi, et 3, qu'on ne ferait rien. Il se trouve, Jean-Luc Mélenchon, que même si, comme vous, il m'arrive d'être un peu impatient devant des résultats qui peuvent tarder, il faut apprendre à prendre du temps pour obtenir des résultats, faute de quoi, d'ailleurs, on n'aboutit à rien. Alors, vous avez bien raison. Vous avez de l'ordre de 3 minutes de retard, ce qui ne veut pas dire que je vous donne 3 minutes en bloc. Monsieur Mélenchon, Non, mais je vous laisse réagir. Ah bah oui, Jérôme. J'en reviens pas. C'est le miracle de mots croisés. C'est grisant. J'aimerais qu'on passe assez vite au déficit. Oui, bien sûr. Voilà. Je peux juste vous poser une question ? Je vous en prie. Le départ et à tous les deux rapidement, mais c'est vous qui commencez, le départ de Depardieu, est-ce que ça vous touche, est-ce que ça vous interpelle? Voilà. Bon, moi je ne veux pas faire du cas Depardieu l'alpha et l'oméga. Il y a une partie qui tient à la personne, à la personnalité extravagante d'un artiste. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je veux qu'on en finisse avec l'argument que j'ai entendu 100 fois sur les plateaux, chaque fois que je parle de la réorganisation fiscale, de la patrie, de la manière de contribuer tous à l'effort. À chaque fois, on me dit « mais ils vont partir, monsieur Mélenchon ». Donc, comme ils vont partir, leur turpitude fait que je devrais me taire et ne rien proposer. Je ne dis pas que vous ayez dit ça. Vous avez remarqué que je n'ai absolument pas utilisé cet argument. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous l'ayez affirmé, Merci. mais je veux dire que je l'ai entendu, parce que mon souci dans la vie, c'est pas vous, c'est la droite. Mais eux, c'est leur argument. Tout le temps. Eux et l'extrême droite. Et ils me disent, alors qu'est-ce que vous leur dites? Et à l'époque, je répondais d'une manière taquine, et ben je leur dis au revoir. Parce que personne n'est irremplaçable et on peut remplacer tout le monde. Dans ce pays, les talents, ils sont là. Bien. Il nous faut une mesure qui signifie quelle est la direction que prend le pays. Et il faut commencer. Donc on vote la loi. Alors après, Jérôme Cahuzac a raison de dire, il y a des conventions fiscales. Mais ce problème n'est pas posé qu'à nous, Français. Les Américains, les Nord-Américains ont le même problème, et que font-ils? Pays par pays, ils vont discuter avec les gens. Et quand c'est les États-Unis d'Amérique qui arrivent, j'aime mieux vous dire que, pour leur dire non, les pays réfléchissent à 2 fois. Eh bien, nous sommes les Français. Et où croyez-vous que soient ces exilés fiscaux, Jérôme Cahuzac? Vous croyez qu'ils sont dans les 175 nations du monde, 195 nations du monde? Non, ils sont dans quelques pays. Certains sont des paradis fiscaux que nous devons frapper. Nous sommes une grande puissance. Mais comment? Une seconde. Et deuxièmement, si vous trouvez que c'est difficile de savoir comment on frappe les paradis fiscaux. Oui. Oui, eh ben alors on y reviendra dans un instant. Non, je veux bien que vous me répondiez. Non, mais je veux d'abord terminer, si vous voulez bien, ne pas être haché continuellement par différentes autres questions qui viennent en cours de route. Donc, oui, en effet, je ne manque pas de toupet. Et donc, je termine sur ce que j'étais en train de dire. Donc, on prend la décision. Faut avouer ta moitié pardonnée. Et ensuite, on sait... Pardon? Il faut avouer ta moitié pardonnée, à moins que le toupet soit une qualité. Non, mais oui, c'est une qualité dans ce cas. Par conséquent, lorsque la loi est votée, on prend pays par pays et on négocie. Et comme on sait quels sont les pays dans lesquels les gens vont, eh bien, c'est pas très difficile d'avoir cette discussion. Et je commence par dire, Jérôme Cahuzac, qu'il n'est pas acceptable que le Royaume de Belgique ou le Grand-Duché du Luxembourg ou quelque autre pays membre de l'Union européenne accepte de fonctionner comme un paradis fiscal pour les immigrés, qui courent les immigrés, les exilés fiscaux. Ça, c'est pas acceptable. Et dans l'Union européenne, ils vont leur dire maintenant, ça suffit. Nous sommes, nous aussi, un grand pays et nous avons des droits. La manière de régler une bonne fois pour toutes, c'est de voter la loi et de commencer pays par pays. Jérôme Cahuzac, vous n'y arriverez pas, vous ou votre successeur ou qui que ce soit d'autre, si vous n'avez pas l'appui de la loi. C'est exactement la même chose que ce que je raconte à Montebourg quand je lui dis « tu n'y arriveras pas si tu n'as pas une loi contre les licenciements boursiers ». Vous serez condamné à faire des phrases, ce qui est bien et important. Il vous faut la force de la loi, de la grande puissance qu'est la France, la force de la loi, pour que tout le monde paye, tous les Français payent à la tâche. Alors après, on peut prendre des dispositions que je connais, faciles.
On comprend, les gens n'ont pas, quand vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas l'école laïque obligatoire et gratuite. Oui. Donc vous engagez des dépenses pour l'éducation de vos enfants. On peut imaginer de déduire ça de l'impôt, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller étrangler les gens, il ne s'agit pas de punir, de montrer du doigt. Il s'agit d'établir une règle, la même, tout le monde paye. Et on paye d'autant plus qu'on a les moyens de le faire. Voilà ce que je veux. Alors, tout à l'heure, Jérôme Cahuzac, vous m'avez dit que j'aurais le droit de lui répondre, dit nous taxons le capital, les revenus du capital comme ceux du travail. Et à cette occasion, nous avons évoqué, les deux questions sont connexes, la taxe à 75%. Bien. La taxe 75%, elle ne s'appliquait qu'aux revenus d'activité. D'accord? C'est-à-dire ce qui était considéré comme du salaire, excusez du peu, le salaire d'1 million d'euros par an. Mais enfin bon, bref, il y en a qui sont dans ce cas-là. Mais elle ne s'appliquait pas aux revenus du capital, c'est-à-dire aux dividendes. Vous êtes bien d'accord? Voilà. Or, les gens qui sont à ce niveau touchent beaucoup plus de leurs dividendes qu'ils ne touchent de leurs revenus d'activité, entre guillemets. J'espère que tout le monde suit. Or, cet argent, Jérôme Cahuzac dit, il est dorénavant taxé comme le reste. Non, il a été réintroduit dans l'impôt sur le revenu, ça c'est vrai, mais il bénéficie d'un abattement de 40%. Tandis que vous, Yves Calvi, vous là qui êtes dans le public, et sans doute vous, Jérôme Cahuzac, lorsque vous déclarez votre salaire, on vous fait un abattement de 10%. Qu'est-ce qu'il a cet argent-là, qui est si spécial, qu'il lui faut une faveur, une cajolerie spéciale? Et j'ai fini, vous allez me l'expliquer, maintenant je termine sur une chose. Vous dites que vous avez rajouté de la progressivité, Jérôme Cahuzac, vous avez rajouté de la progressivité parce que vous avez créé une tranche à 45%. Non, mais enfin, c'est une mauvaise plaisanterie. Du temps du président François Mitterrand, il y avait 14 tranches, comme je le propose. Du temps de Lionel Jospin, il y en avait 7, et la dernière était à 53. Avec 45, vous faites moins bien que les tranches de Jacques Chirac. Alors écoutez, n'allez pas nous présenter ça comme la grande réforme fiscale. Ce n'est pas vrai. Les riches et les très riches continuent à se gaver dans ce pays, tandis que les autres tirent la langue. Et je suis sûr que vous le savez comme moi, dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs, il y a vraiment beaucoup de monde qui tire la langue, Jérôme Cahuzac. Ceux-là doivent payer. Ceux qui ont beaucoup doivent payer beaucoup. Je vous demande de conclure là-dessus de façon brève. Il faut absolument qu'on aborde le déficit cette fois-ci. Jean-Luc Mélenchon oublie un petit détail qui s'appelle la CSG, qui nous rapporte que 80 milliards d'euros chaque année au pays, car du temps de François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait pas la CSG. Et du temps de Lionel Jospin... Il nous aura échappé que c'est Rocard qui l'a mis en place? Qui était président de la République? Ça ne m'a absolument pas échappé, mais du temps de Rocard... Qui était président de la République? Bien entendu, François Mitterrand. Bien, donc déjà, ce que vous voulez dire est faux. Allez-y, continuez, c'est pas grave. Ce que je dis n'est pas faux. Non, mais si vous voulez faire l'important qui se rappelle de tout... Mais non, pas du tout. D'accord, moi aussi, hein. Je veux simplement... Alors, on va se rappeler vraiment de tout, Jean-Luc Mélenchon. Ça m'intéresse moyennement. Quand Michel Rocard était Premier ministre de François Mitterrand, à quel taux était la CSG? Allez, dites-le. Non, vous le savez. Ben non, c'est vous qui êtes l'expert. C'est ça. Donc Jean-Luc Mélenchon a oublié que du temps de Rocard, la CSG était à 1,1% et qu'ensuite elle est passée à 7,5%. Oui, et donc c'est un tout petit peu différent. Je suis reconnaissant que vous me le rappeliez. Mais non, mais ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. C'est votre spécialité. Ce n'est pas acceptable de procéder comme ça. Allez, non, je me fâche pas. Je m'étais dit, il ne faut pas le fâcher, je l'ai fâché. Non, mais très bien. C'est pas dans vos moyens. On va parler réduction des déficits publics. Écoutez, si ce n'est pas dans mes moyens, d'une certaine manière, vous me rassurez. Mais alors ne donnez pas l'impression que ça pourrait l'être. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas la CSG. Moins arrogant avec moi. N'oubliez pas, mais je ne suis pas arrogant. Simplement, quand vous me renvoyez François Mitterrand, bon, je ne sais pas si vous faites preuve d'arrogance ou de désinvolture, mais si on décide d'être correct l'un avec l'autre, chacun l'est tout le temps. C'est une mesure initiée par Michel Rocard, et donc, sous la présidence de François Mitterrand. Je me permets de vous rappeler, puisque vous rappelez la fiscalité des années 80 et 90, que la CSG, dans ces années-là, soit n'existait pas, soit était à un niveau qui n'a rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui, 7 fois moins. Et si je me permets de rappeler la CSG, c'est parce que quand vous expliquez ce qu'est la fiscalité des dividendes, vous oubliez une chose, c'est que sur les produits du capital, la CSG, elle est le double de la CSG des produits du travail. Donc si vous voulez qu'on compare tout, je veux bien, mais il faut tout comparer. Oui. Quant à l'abattement, je vais pas le faire ce débat-là, parce que je n'en ai pas les moyens. Vous voyez, Jérôme Cahuzac, je vous en fais l'aveu. Si vous m'aviez dit on va discuter de la CSG, je serais venu avec mes fiches. Permettez que je vous réponde sur les 40% d'abattement sur les dividendes. Vaut mieux, quoi. Ça, c'est plus intéressant. Non, mais c'est pas moi qui ai abordé le sujet, donc je me permets de vous répondre. Non, si, c'est vous qui avez abordé le sujet de la CSG. Moi, je vous ai rien demandé. Hier, François Fillon a déclaré au micro de Jean-Pierre Elkabbach, d'ailleurs sur Europe 1, que Mediapart était une officine financée par de riches amis de François Hollande. Je referme les guillemets. Vous avez un lien quelconque avec Mediapart? Aucun. Ce site est un site d'investigation, d'information.
et cherche ce qu'il peut trouver. Et c'est arrivé qu'il accable quelquefois des personnalités de gauche. Donc je ne vois pas comment il pourrait être établi qu'il y aurait là comme une relation, une confusion entre les socialistes et ce site d'information qui, je rappelle, est composé de journalistes reconnus. On peut les aimer ou pas les aimer, mais ce sont des journalistes qui ont, sur plusieurs affaires, démontré leurs compétences. Par ailleurs, sur l'information que sur vous la nous plainte, donnez, je pense que effectivement, c'est à la justice d'être saisie. De toute façon, si c'est un faux, eh bien, le site sera condamné. Et si ce n'était pas un faux, à ce moment-là, il y aurait des explications à fournir. Swiss journalists have reported the man who'd been in charge of a tax evasion clampdown was himself looking to transfer around 15 million euros in 2009. This Swiss journalist said when Cahuzac tried to leave UBS Bank, he visited private banks concerning a sum of approximately 15 million euros. What's certain is the minimum deposit for a Singaporean account will require much more than 600,000 euros. One would need to be placing more than €1 million. Some would say 2 or 3 million. Au-delà d'1 million d'euros, certains disent 2 millions, 3 millions d'euros. It's reported the Swiss bank refused to accept the funds, fearing future complications, as Cahuzac was a political figure.